On va commencer cette session jusqu'à 11 heures. J'aimerais que les personnes qui sont à l'arrière de la salle prennent place. Je vous en remercie. Et puis, on va tout de suite donner la parole à la personne de Balloon qui va vous expliquer comment on met en œuvre les nouvelles technologies de l'information en temps réel pour faire des choses qu'on ne savait pas faire autrement. Bonjour. Donc en fait, grâce à Balloon, vous allez pouvoir poser vos questions, réagir ou commenter en direct la conférence. Donc les questions apparaîtront en haut de l'écran, comme celle-ci. Et elles apparaîtront aussi sur l'iPad de l'animateur qui pourra ainsi alimenter la conférence grâce à vos interventions. Donc pour poser les questions, il y a plusieurs solutions. Donc via Twitter en utilisant le hashtag EBI. Via le site votrequestion.com avec le mot-clé EBI ou via SMS au 31 244 où vous marquez le mot-clé EBI, un espace, puis votre message. Donc l'ensemble des informations seront indiquées de toute manière en haut de cet écran pour vous rappeler que vous pouvez utiliser Balloon lors de cette conférence. Merci. Bien. Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui dans cette université du MEDEF, c'est pour beaucoup d'entre nous encore notre forte implication dans le développement de l'économie numérique. Nous croyons tous autour de cette table que l'économie numérique est, sinon le seul moyen, mais en tout cas un des moyens privilégiés, un des moyens forts qui permettra à notre pays de s'inscrire dans l'économie du XXIe siècle et de retrouver une dynamique de croissance et aussi une dynamique d'espoir, lui permettant de cristalliser la totalité de ses talents et de se mettre en situation de compétitivité accrue. Il est clair que l'économie du XXIe siècle ne sera pas l'économie du XXe siècle et qu'il serait illusoire d'aller chercher dans les recettes du XXe siècle les moyens de s'impliquer dans ce XXIe siècle qui est ni plus ni moins dangereux, difficile, complexe que les siècles précédents, mais qui s'inscrit dans une démarche totalement nouvelle, qui est la mondialisation numérique. Donc nous avons réuni pour ce plateau 4 personnalités, 4 sensibilités qui vont nous permettre d'éclairer le débat. D'abord, à ma gauche, Luc Rousseau, qui est directeur général de la DG6 au ministère de l'Économie et des Finances. Qui est donc l'homme à qui le gouvernement confie la responsabilité de mettre en œuvre la stratégie de développement économique, de développement numérique de la France. Alors à ma gauche immédiate, j'ai Vincent Barbet, qui est directeur associé d'Ocentis. J'ai Frédéric Lippi, qui est un entrepreneur et qui vous expliquera comment il s'investit totalement dans le numérique alors que son secteur d'activité ne le prédispose pas naturellement, puisqu'il est dans un monde très classique de l'usage de produits métallurgiques. Et enfin, Guy Mamoumani, que chacun connaît ici, qui est donc président du Syntec numérique, et qui va d'emblée nous expliquer en quoi ce document qui vient d'être sorti par le Syntec peut aider l'ensemble des entreprises à se saisir des opportunités du numérique. Guy. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis le président du Syntec numérique. Ah, le micro. Il va falloir que je m'abaisse. Hein. Je suis donc le président du Syntec numérique. C'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs du monde numérique en France. Nous avons 1100 adhérents, aussi bien de SS2I, d'éditeurs, d'intégrateurs, de conseils, et qui évidemment a 2 missions. Une très corporatiste, de défendre notre industrie, et une deuxième qui, pour nous, est quasiment l'essentiel. L'essentiel, et je crois que Jean-Pierre, dans son introduction et en 2 mots, a dit vraiment cette motivation. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement mondialisé dans lequel les entreprises sont dans une compétition permanente et des entreprises, et en particulier des PME, qui sont soumises à un certain nombre de contraintes de plus en plus importantes. Des contraintes de taxes, des contraintes de gestion de ressources humaines,
des contraintes de délocalisation, bref, une vraie remise en question permanente. Depuis quelques années, depuis des dizaines d'années, on recherche tous les moyens de trouver la compétitivité dans cet environnement. Et je crois que, depuis 24 heures, je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise et je vois vraiment que toute la créativité en matière de compétitivité est recherchée dans tous les sens et souvent avec difficulté. Et nous nous sommes aperçus, en faisant un certain nombre d'enquêtes, que nous sommes dans un pays où l'équipement en haut débit fait partie bien des meilleurs au niveau européen, mais qu'au niveau des usages, on se retrouvait à la queue bien de cette course au niveau européen. Donc ça signifiait donc qu'il y avait un vrai problème pédagogique sur l'utilisation du numérique. Et on reviendra certainement dans ce débat, mais en France, les entreprises n'utilisent pas assez le numérique. C'est un constat que nous avons fait. C'est d'ailleurs un constat que nous avons fait au niveau de l'État, qui a entamé une modernisation importante. Mais en tout cas, il y a un facteur de progrès qui n'est pas assez utilisé, qui est l'utilisation du numérique. Alors, les raisons, on va pouvoir en discuter tout à l'heure, et je crois qu'il y en a beaucoup. En tout cas, notre volonté, notre credo, c'est de nous engager pour qu'en France, nous retrouvions une compétitivité, en particulier grâce à cet outil. Et c'est pour ça que, en effet, avec le MEDEF, avec la DGCIS, nous avons construit ce document, ces fiches pratiques d'utilisation pour en fait, en quelque sorte, démystifier, vulgariser l'outil du numérique dans les domaines généraux de la gestion d'entreprise. Et à ce titre, je dois rendre hommage à Romain Hugo, qui est présent ici, qui est un des adhérents du Syntec, qui a porté avec une commission le développement de ces fiches. Et j'espère que l'ensemble des entreprises françaises progresseront grâce à cet outil pédagogique qui sert vraiment à montrer comment, grâce au numérique, on peut obtenir une compétitivité indispensable. Merci. Alors, Monsieur Rousseau, vous représentez donc l'État autour de cette table. Quelle est, selon vous, l'influence et, au fond, la responsabilité de l'État dans la capacité d'entraînement des entreprises françaises au numérique ? Effectivement, la première question que se pose l'État, c'est faut-il faire quelque chose dans le numérique ? Pourquoi ? La responsabilité de l'État, c'est de faciliter l'économie, le bien-être de la population, la croissance. Et toutes les études qui sont conduites montrent qu'il y a un potentiel important de croissance à aller chercher avec un développement accéléré du numérique. Que ce soit les études de l'OCDE ou celles de McKinsey qui ont été présentées par exemple à l'IG8 au mois de mai, montrent qu'en accroissant, c'est-à-dire en mettant notre effort, notre investissement collectif dans les technologies de l'information au niveau des meilleurs élèves de l'OCDE, on peut gratter, tenez-vous bien, entre 1/4 à 1,5 point de croissance par an. Donc c'est un potentiel absolument considérable, donc on ne peut pas s'en désintéresser. Alors les enjeux et les lieux où on peut faire cela, c'est paradoxalement pas tellement les infrastructures dont on parle beaucoup. Par exemple sur le haut débit, 92% des PME en France sont connectées au haut débit, c'est 87 dans l'Union européenne, 88 en Allemagne, on fait mieux que l'Allemagne, c'est certes 94 en Finlande, on est pratiquement au niveau de la Finlande. Mais c'est l'utilisation des contenus, l'utilisation pour faire de la productivité, pour aller vers les clients, pour être plus attractif, puis pour avoir une offre nouvelle vers les clients. Parce que le consommateur de 2010 ou de 2020, c'est pas celui de 2000 ou 1990, il n'a pas les mêmes attentes. Puis une économie, elle se régénère dans son offre. Et c'est les relations également B2B entre entreprises, entre clients et fournisseurs, et puis le travail collaboratif en 2.0, intra et extra en entreprise, autour de grands projets aéronautiques, automobiles, etc. Et là, les chiffres sont pas bons. Sur les sites web, par exemple, nos PME, 54% de nos PME, entre 10 et 250 personnes, ont un site web.
67% dans l'Union européenne à 15, 79 en Allemagne, 86 en Finlande, 54 en France, 86 en Finlande. C'est très interpellant. Si on regarde l'achat-vente B2B, donc, alors c'est très intéressant, le chiffre français c'est 28-16. 28% des PME ont recours aux technologies de l'information pour leurs achats, pour leur procurement. Et pour la vente, ça tombe à 16%. La moyenne de l'Union européenne, c'est 32-27. Alors, c'est plus élevé. 2, on voit que c'est plus volontariste en matière de vente. L'écart est plus important sur la vente parce que l'achat est parfois un peu subi par rapport aux fournisseurs. Alors que pouvons-nous faire et que essayons-nous de faire? Au-delà de soutenir les actions de sensibilisation, notamment ce qui a été fait autour du passeport PME qui a sensibilisé 160 000 PME, nous avons 3 axes correspondant à la cible PME et au travail en filière. Il y a la grande opération TIC PME, où Jean-Pierre Cornu est fortement impliqué, est un des leaders de cette opération, qui vise à définir des standards entreprises, à faire un travail par filière, à diffuser des outils de productivité, mais également d'ouverture sur les différents clients, en France et à l'étranger, avec des outils plus communicants, plus réactifs, qui sont au standard des meilleures pratiques, comme à Singapour par exemple. Deuxièmement, tout ce qui est technologie sans contact. Il y a un champ considérable. On a des atouts industriels issus de la filière carte à puce. On a des acteurs, mais il faut aider. Il est normal que les pouvoirs publics aillent au déploiement de ces technologies pour garder un avantage compétitif. Et troisième exemple, c'est la dématérialisation dans les relations avec les guichets publics, qu'ils soient État ou qu'ils soient autres, notamment pour faciliter tout particulièrement aux PME, puisque les grandes entreprises ont souvent dématérialisé leurs relations avec les douanes, les impôts, l'URSSAF, etc. Ce n'est pas le cas dans le tissu des PME qui pèsent quand même plus de la moitié du poids économique du pays. Donc c'est de simplifier, c'est le système d'avoir ce qu'on dit un telos once en anglais, donner une fois vos données. Et toutes les administrations, qu'elles soient statistiques, qu'elles soient les douanes, qu'elles soient les impôts, qu'elles soient les URSSAF, iront chercher les données plutôt que d'avoir des papiers à remplir ou avoir 10, 70 fois à certaines données. Une PME doit les donner 70 fois, les donner une fois par an. Merci. Moi, je pense qu'effectivement, le travail qui a été conduit, même parfois s'il est modeste par les pouvoirs publics, autour de cette mouvance de l'économie numérique, commence à poser des jalons relativement robustes dans notre pays. Le vrai sujet qui nous rassemble, c'est au fond de nous dire il y a un facteur déclencheur qui est de la responsabilité unique du chef d'entreprise. Il y a un moment, le dirigeant d'entreprise, qu'elle soit grande ou petite, doit se dire « je vais mettre de l'argent dans le numérique, je crois au numérique, parce que je vais changer de paradigme. Je vais plus simplement travailler comme avant avec l'informatique, mais je vais travailler différemment. » Et à cet égard, j'aimerais que vous partagiez l'expérience de Frédéric Lépy. Frédéric est quelqu'un qui a ouvert véritablement la voie dans un secteur économique et dans des entreprises de taille moyenne. Et j'aimerais, Frédéric, que tu nous dises comment toi, tu t'es emparé du numérique. Bon, merci Jean-Pierre. Alors, nous, on s'est emparé finalement du numérique il y a quelques années. Parce qu'on a pensé avec mon frère, on était à une période charnière de transmission générationnelle dans notre entreprise, et donc il fallait faire muter l'entreprise. Ce qui nous est apparu contemporain, enfin dans les grandes choses qui nous sont parues contemporaines, c'est la désintermédiation amenée par les technologies Internet. On le constate sur nos marchés, donc à la vente et à l'achat. Et on s'est dit, il va vraisemblablement se passer la même chose dans l'entreprise. Donc on a engagé une action de formation pour l'ensemble du personnel. Nous, on a 2 tiers de personnel ouvrier et 1 tiers de personnel administratif sur 300 personnes. C'est presque 20 000 heures de formation sur 24, un peu plus de 24 mois.
pour transformer, je crois que vous avez parlé tout à l'heure de l'état de bien-être, la mission de l'État, une des missions de l'État c'était le bien-être, mais je crois effectivement que la mission du chef d'entreprise c'est d'assurer une partie du bonheur dans l'entreprise, en tout cas du bien-être dans l'entreprise. Et la question, elle est finalement des usages, la question des technologies, elle est anthropologique. C'est comment est-ce qu'on amène nos concitoyens dans les entreprises à utiliser le numérique et comment est-ce que ça transforme la structure même des entreprises. Donc si on a des gens qui sont plus ouverts, plus informés, plus auto-informés, plus auto-formés, mais ils ont besoin d'un peu moins d'encadrement, ils sont plus libres, plus heureux, et effectivement, on a une amélioration de la structure de coût de l'entreprise. Dans ton entreprise, la totalité du personnel est numérisée ? La totalité du personnel a été sensibilisée à Internet, c'est-à-dire il sait ce que c'est Google, il sait ce que c'est qu'un flux RSS, il sait ce que c'est qu'un blog. Et un certain nombre de nos ouvriers se sont engagés grâce à Internet, ont trouvé un complément de revenus, ils ont fabriqué un business model pour eux, individuel, ils ont trouvé à travers l'Internet un complément de revenus. Ils sont passés de la condition ouvrière pour un certain nombre à la condition d'entrepreneurs. Et du coup, ils sont intrapreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une modification comportementale à l'intérieur de l'entreprise. Enfin, c'est ce qu'on constate. On y reviendra dans le débat parce que ces aspects gestion, partage de l'autorité et du pouvoir au sein de l'entreprise sont des vrais sujets. Dans notre vieille société hiérarchique, pyramidale, ce qu'a fait Frédéric, qui consiste à dire à tout le monde, tu peux ouvrir un blog, tu peux aller faire du business à l'extérieur. Tu m'avais parlé d'un type qui avait une activité de bal du samedi soir qui avait été complètement changée par Internet. Je ne suis pas tout à fait convaincu que tous les dirigeants d'entreprise sont prêts à accepter que leurs collaborateurs exploitent le savoir accumulé à l'entreprise pour aller faire des business ailleurs. Mais la fidélisation de ces gens-là, ça croît parce qu'on ne traite pas simplement une force de travail anonyme, on forme des partenaires. Et tu as dit le mot-clé, intrapreneur. On doit tous devenir intrapreneurs dans nos entreprises. Alors ce guide s'inscrit dans un ensemble d'outils de vulgarisation, de popularisation du numérique. Comment tu l'as conçu pour qu'il soit pertinent, efficace et que les chefs d'entreprise s'y retrouvent? Alors, effectivement, merci de cette présentation. Alors d'abord, je suis très fier d'avoir contribué à ce guide avec les équipes du Syntec et les équipes du MEDEF et la commission numérique. À double titre, d'une part parce que j'ai cofondé Aucentis qui aide ses clients à développer leur stratégie de système d'information. Et puis dans une PME que j'ai cofondée, je suis utilisateur et acteur. Et là, j'ai besoin aussi de repères pour développer cette entreprise. C'est un ouvrage qui a été fait par des professionnels, non pas des professionnels de l'informatique, mais des professionnels du système d'information au service du métier et des besoins de l'entreprise. Donc, et c'était vraiment la clé du débat, c'est-à-dire de saines réflexions, de saines remises en cause sur les besoins de l'entreprise et non pas sur la vente de technologies in fine, et ce n'était pas l'objectif. Alors, comment on a construit ce guide? On est parti d'un constat assez simple, tous ensemble, c'est que le chef d'entreprise, le dirigeant, le directeur financier, le directeur général, ils ont une triptyque à assumer, c'est mieux gérer leur entreprise, leurs collaborateurs, leur organisation, mieux produire des produits plus agiles, plus innovants, toujours au service de leurs clients, et puis mieux vendre. Évidemment, quand on fait tout ça, on n'a pas forcément le temps de se préoccuper énormément de son informatique ou énormément de son système d'information, c'est-à-dire ses moyens informatiques, ses processus et ses données. Donc, on n'a pas eu vocation à faire avec ce guide une bible du système d'information, on va tout retrouver. On a essayé de le construire par fiche très pragmatique pour qu'un dirigeant ne le lise pas tout seul, mais puisse entamer une réflexion avec ses collaborateurs, avec son directeur des systèmes d'information, avec son responsable informatique, avec ses conseils aussi s'il en a, et qu'il puisse se poser des bonnes questions. Donc on couvre par contre beaucoup de domaines de l'entreprise, la finance, la comptabilité, la gestion de production, gestion de stock, etc. Tout ce qui est également gestion des RH, et on le verra, il y a beaucoup effectivement dans la dématérialisation de sujets sur les employés dans le monde du numérique. Et puis également tout ce qui est marketing, communication, les sites web dont on parlait, l'e-réputation, etc. Alors,
chaque fiche est construite avec des exemples, des explications, un ordre de grandeur sur les aspects financiers, parce qu'effectivement, il faut aussi savoir vers quoi on s'engage, des bonnes pratiques, des conseils de mise en œuvre, et surtout, j'insiste là-dessus, ça doit être presque un moyen de débattre en codir. Tiens, sur les RH, le guide me parle de telle et telle chose, où on en est? Est-ce que c'est utile de le faire? Est-ce que ce n'est pas utile? Parce qu'on le verra avec Frédéric, il n'y a absolument pas qu'un chemin pour avoir un système d'information efficace. En fonction des problèmes de l'entreprise, de ses préoccupations, de ses priorités, on peut avoir une informatique très structurée, on peut avoir une informatique très floue, on peut avoir tout chez soi, on peut avoir tout externalisé avec le cloud, etc. Il y a plusieurs chemins, donc on doit absolument en discuter avec les autres directeurs et collaborateurs de l'entreprise. Voilà comment on a essayé de le construire. Ce ne sont pas des dogmes, ce sont des pistes pour que le dirigeant se pose des questions et améliore dans les priorités qu'il a, lui, les points de système d'information dont il a besoin. Merci. Alors, il y a plusieurs questions de la salle, donc n'hésitez pas à utiliser Balloon. Une question est tournée pour Luc Rousseau. Où en est le projet de centrale numérique cofinancé par le Grand Emprunt? Il avance, ça c'est on l'avait appelé coffre-fort numérique, aujourd'hui on l'appelle l'armoire numérique sécurisée électronique, Lance. Il avance, donc nous avons recruté un consultant qui est avec nous, avec une sélection d'entreprises en train de rédiger le cahier des charges pour, à la fin de l'année, confier la réalisation de cet outil complémentaire à un opérateur. Très bien. Est-ce que ça rejoint toutes les actions qui ont été conduites autour de servicepublic.fr, Mon Compte Pro Alors, ça s'appuiera... Ça ira un peu plus loin que notamment que jedéclare.com et netreentreprise.fr, et les deux, que ce soit les experts comptables ou le JPMDS, sont dans le comité de pilotage. Très bien. Alors, on aborde dans les questions un point particulier, puisque les réseaux sociaux font évidemment le buzz depuis déjà quelques temps. Quid des réseaux sociaux en entreprise? Est-ce que les chefs d'entreprise sont confortables avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager là-dedans? Ou est-ce qu'ils sont encore timides et réservés? Messieurs, votre point de vue? En tout cas, il y a quand même un sujet qui, je vais rebondir sur cette question par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous sommes tous d'accord sur le fait de l'utilisation indispensable aujourd'hui du numérique dans les entreprises de notre pays. Il faut absolument y arriver, il faut absolument le promouvoir, et comme l'a dit Luc Rousseau, on a du retard sur le sujet. Donc il y a un problème de quelles sont les raisons qui font que nous ayons ce retard. Alors, moi j'ai une conviction. C'est que d'un point de vue politique, avec un grand P en France, j'insiste sur le grand P, il ne s'agit pas de politique politicienne, c'est vraiment la politique pour de l'homme d'État. Tout le monde n'est pas encore convaincu que la balance entre les apports du numérique et ses conséquences ne soit pas en faveur du numérique. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens avec qui je discute, où quand je parle dématérialisation ou d'autres sujets du même type, on me dit « attention, on va créer du chômage ». Donc ce genre de sujet, c'est-à-dire regarder toujours les côtés négatifs à court terme d'un apport de ce type, est vraiment un handicap énorme sur le sujet. Et c'est pour ça que je disais que j'allais rebondir sur les réseaux sociaux, parce que, évidemment, dès qu'on parle de réseaux sociaux, on parle de problèmes de sécurité, on parle de problèmes de protection de la vie privée, et on oublie, en même temps, toutes les utilisations absolument incroyables que les réseaux sociaux ont apportées. Bon, alors il y a les réseaux sociaux personnels, certes, mais je vois dans mon entreprise, qui est une SS2I, aujourd'hui, on ne peut pas envisager de faire de recrutement si on n'utilise pas les réseaux sociaux. Et ça va être valable pour n'importe quelle entreprise. Je dirais n'importe quelle PME, aujourd'hui, doit trouver le moyen d'utiliser les réseaux sociaux pour améliorer sa compétitivité. Et je ne voudrais pas que les handicaps, ou du moins que les risques
que peuvent donner les réseaux sociaux deviennent un handicap à l'utilisation. Donc à nous de travailler, et ça c'est les industriels qui doivent travailler, ça c'est le rôle noble de notre métier, pour que nous enlevions tous les problèmes parasites pour qu'il ne reste que l'utilisation proactive, positive de ces outils. La question qui nous est posée d'ailleurs est double. Est-ce que c'est un problème d'offre ou est-ce que c'est un problème de formation ? On a le sentiment qu'il y a un problème d'offre. Peut-être que ces questions de sécurité ne sont pas suffisamment bien traitées par l'offre. C'est une question ouverte. Mais il y a aussi un problème de formation et de motivation des gens. Moi, ce qui me paraît important dans le débat, il y a une autre question qui vient d'apparaître, c'est le problème du retour sur investissement. Un dirigeant d'entreprise, il est guidé par son compte d'exploitation. Et donc aujourd'hui, est-ce que la perception pour les dirigeants que le retour sur investissement est suffisamment élevé pour s'engager dans des actions un peu complexes, un peu difficiles encore, est-ce que, messieurs, vous pensez aujourd'hui qu'on a fait suffisamment ce travail de valorisation d'investissement numérique pour que les dirigeants lâchent un peu les freins et s'engagent là-dedans? L'État peut s'époumoner en disant « allons vers le numérique », mais il faut quand même que le chef d'entreprise décide d'investir. Non seulement investir en argent, mais investir en empathie avec le numérique. Moi, j'ai connu beaucoup de dirigeants d'entreprise et les plus grands du CAC 40, quand j'étais président du SIGREF, qui disaient « l'informatique, j'y connais rien et je m'en fous ». C'était ça le message. Alors, il est évident que le passage de l'informatique au numérique, c'est un vrai changement de paradigme qui passe par l'implication des dirigeants. Comment vous sentez ça aujourd'hui, Luc? C'est un sujet de fond parce que quand on analyse les freins du côté des PME, bon, les grands groupes ont des services spécialisés, c'est l'isolement, c'est le manque de connaissances, c'est le manque de compétences en interne liées à la taille structurellement de la PME, et puis c'est pas une urgence. Alors comment contrecarrer ça? Il faut ouvrir. Il faut aider la PME à avoir accès à des informations, à des compétences extérieures. Le guide est un des outils. Chaque double page du guide renvoie sur un site par rapport à une problématique. C'est une première étape. Sur un certain nombre de cas, il faut chasser en meute. On l'a évoqué sur les filières, les opérations TAC PME, PITIC PME. Et puis fondamentalement, chef d'entreprise, la meilleure chose pour l'aider, c'est de le mettre en relation avec un autre chef d'entreprise qui a fait la démarche et qui lui dit en gros, ça m'a pas coûté très cher, ça n'a pas été très compliqué et ça m'a rapporté gros. Évidemment, le dernier point est le plus important. C'est le retour sur investissement. Et puis, il y a urgence à bouger parce que les autres pays avancent. Et on ne peut pas contempler l'écart France-Allemagne ou France-Pays-Bas. Il y a urgence à bouger. Et donc le rôle de l'État, c'est de faciliter donc, la contribution à ce guide. D'autres opérations, je pense qu'il y aura des initiatives prochainement. Il y a un débat qui est ouvert, je vous rappelle, sur Internet sur France Numérique 2020. Et il est important qu'il n'y ait pas une approche uniquement infrastructure, tuyau, mais qu'il y ait une dynamique inter-entreprise, inter-PME qui soit créée, mais c'est le témoignage de ceux qui réussissent pour copier, et comme dit le proverbe chinois, copier c'est mieux faire. Vincent, ton expérience. Oui, alors, effectivement, dans le monde des PME, le système d'information, ça reste quand même un actif extrêmement fort. Et tous les ROI, les calculs en mission, cadrage qu'on a pu faire, etc., en général, sont positifs. Seulement, il ne faut pas se leurrer, dans le monde français, l'informatique, ça souffre encore de deux gros défauts. C'est un défaut d'ambition et un défaut de perfection. Quand un chef d'entreprise investit, il a envie à un moment d'en voir le bout. Or, combien, comme vous le dites, de chefs d'entreprise, dans leurs débats, dans leurs dîners, disent « Alors, l'informatique, c'est génial, parce que non seulement ça ne finit jamais, on m'avait évoqué un projet de 4 mois, et au bout de 8 mois, je suis encore en train de payer, et en plus, ça ne marche pas. » Pourquoi ? Parce qu'on a une tendance française à vouloir faire des projets très ambitieux et très perfectionnés, c'est-à-dire on attend que tout marche super bien pour mettre en œuvre. Or, je crois que pour les PME, ce qu'elles ont besoin, c'est de pragmatisme et de projets extrêmement phasés. Je veux mettre en place une politique de réseaux sociaux, de sites web, etc. Eh bien, je commence par petits bouts. Et le chef d'entreprise doit sentir que ses interlocuteurs, ses collaborateurs ou ses conseils lui permettent tous les 2-3 mois de constater un résultat et donc de sécuriser son actif ou son investissement. Dans le CRM, dans les ERP, c'est pareil.
il faut commencer par un petit bloc, et puis après on enrichit, parce que de toute façon, les hommes, les collaborateurs de l'entreprise vont aller plus lentement que les projets. Ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de changer leur méthode de travail. Donc je pense que plus on aura une approche phasée et dérisquée, où le chef d'entreprise se dit « j'investis 20 000 euros », je sais au moins que les 6 premiers 1 000 euros, je vais pouvoir m'en servir, puis après 5 000, puis après 10 000, on va commencer à avoir une approche progressive, aussi bien sur les projets que sur les hommes qui apprennent et les processus qui changent, et ça sera beaucoup plus pragmatique. Frédéric, toi qui as conduit ce processus, est-ce que tu ne penses pas à un moment quand même que le personnel, tu as parlé des ouvriers, personnel administratif, n'est pas en avance sur l'encadrement dans l'utilisation du numérique ? Ça fait, cette question fait sens avec ce qui s'est dit un petit peu précédemment, évidemment, puisque en fait, quand on parle de sécurité et des réseaux sociaux, ce qu'on génère, on parle en fait en creux d'une crainte. La crainte d'être pillé, la crainte que ses salariés déblatèrent sur l'entreprise, la crainte de fuite. Bon. Moi, ce que j'ai constaté en libérant l'ensemble des réseaux sociaux, parce que nous on utilise tout, Twitter, Facebook, Foursquare, enfin bon, l'ensemble à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Pour l'instant, j'ai pas constaté de terroristes chez nous. Et quand bien même, comme on a amené l'ensemble de l'entreprise, ça a changé la vie de l'ensemble de l'entreprise, le terroriste serait annihilé par tous ceux qui ont bénéficié de la démarche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parlait de ROI. Bon, on peut évidemment parler de ROI. Moi, je parlerais plutôt de retour sur stratégie. C'est-à-dire qu'on est dans une mutation extrêmement profonde de l'entreprise. Donc, il faut un peu de capital patient. Pas un ROI sur 3 mois ou sur 6 mois quand on veut changer anthropologiquement son entreprise. C'est absurde. Et effectivement, à partir du moment où on donne accès à plus de ressources, plus d'informations, on a besoin de moins d'encadrement ou d'un encadrement différent. Alors moins d'encadrement, ça réduit les coûts et ça résout plus de problèmes. Et d'un encadrement différent, un encadrement qui se positionne en support et dont le job, ça va être d'amener les éléments d'analyse à ceux qui travaillent. Donc on passe du contrôle au support. Évidemment, et là aussi, il n'y a pas de ROI là-dessus. Ou alors il est sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, enfin comme une machine. Oui, tout à fait. Alors, sur les freins, on a parlé de l'offre, on a parlé des réseaux sociaux. Une des questions qui nous est posée, c'est est-ce qu'on va faire du vrai business dans les réseaux sociaux ? Mais de façon générale, Guy, vous qui, avec tous vos adhérents, toute votre force de frappe considérable, le Syntec, c'est finalement l'outil qui va rendre possible tous ces rêves. Est-ce que vous sentez que la France se met en mouvement et qu'est-ce que vous faites avec vos adhérents pour convaincre les chefs d'entreprise de se mettre dans le bain du numérique sans crainte ? Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que je m'apprêtais à réagir sur le sujet du ROI. Et puis je suis toujours embêté d'en parler moi parce qu'en tant que prestataire, dire que le ROI n'a pas de signification en tant que tel sur ces sujets, je suis toujours gêné. Alors je voudrais féliciter M. Lippi, ça m'a fait plaisir de voir un utilisateur qui en effet repositionne les investissements numériques où ils doivent être. Évidemment, que dire du ROI de l'utilisation d'un réseau social, franchement ça va être difficile. De la même façon d'ailleurs, je tiens à vous dire que ça fait comme 30 ans que je suis dans ce business. Et il y a 30 ans, on posait la question du ROI de l'informatisation de sa compta. Hein. Donc, et pourtant, aujourd'hui, tout le monde a une compta informatisée. Et de la même façon, je crois que c'est tout à fait inéluctable. La question ne se pose même pas. Et Jean-Pierre, je vous remercie de m'avoir posé cette question parce que, en effet, je dois dire qu'au cours de la dernière année, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de point d'inflexion sur ces questions de l'évidence du numérique et de ses usages. Il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, je répète, j'ai cette conviction-là, l'engagement du chef de l'État avec l'IG8, le Conseil national du numérique, tout ce qui s'est passé autour du grand emprunt, qui est énorme, hein, parce que 4,5 milliards, dont 2,5 milliards, je crois, si je ne me trompe pas, dédiés aux usages, ça c'est quelque chose de nouveau. Il reste, et là c'est l'essentiel, et vous avez tout à fait raison Jean-Pierre de le souligner, il reste encore tout simplement aux chefs d'entreprise à être convaincus. Mais la concurrence
mondiale. D'autre part, l'arrivée aussi, il ne faut pas l'oublier, de la génération des jeunes comme salariés. Parce qu'on arrive quand même maintenant à ce que la fameuse génération Y rentre dans les entreprises. Ce sont des jeunes qui sont nés dans le monde Internet, qui ne comprendraient pas qu'on n'ait pas une stratégie à la Lippi, quoi. Aujourd'hui, c'est indispensable. Tout ça fait qu'en effet, je crois qu'il y a aujourd'hui une accélération et je crois aussi une sorte d'évidence qui est en train de venir pour permettre aux entreprises et aux PME bien de se développer et de croître. Plusieurs personnes nous demandent de façon très pratique si le guide est accessible sur Internet. C'est une question qui porte en elle-même sa réponse. Oui, bien sûr. Bon, le guide est sur Internet. Mais il y a une chose intéressante aussi dans les questions, c'est il y a une envie de votre part, des dirigeants, de s'acculturer, de se sentir confortable avec les ressources numériques. Donc, est-ce qu'il y a des lieux en France, est-ce qu'il y a des réseaux où on peut aller parler de ces projets numériques avec des pairs Comment vous voyez cette capacité d'entretien de l'expérience? Parce qu'il est clair qu'un prestataire, et moi j'en suis un, va évidemment introduire un biais dans la relation avec le client. Mais ce qui est intéressant, et c'est la leçon de l'Internet, c'est le peer-to-peer. Aujourd'hui, n'importe qui d'entre nous qui veut aller acheter un appareil photo ou une voiture, il va sur Internet voir ce qu'ont fait les autres. Je pense qu'en matière d'investissement informatique, ça doit être la même chose. Les dirigeants d'entreprise doivent se trouver en confiance entre eux pour parler de ça. Frédéric, est-ce qu'à la Chambre de commerce dont tu es devenu vice-président, tu parles du numérique à tes collègues? Oui, on en parle. Et on en parle. Et on en parle. Et on n'en fait pas assez. Et on en fait... Ça viendra. Mais encore une fois, c'est anthropologique. Je crois que les chambres de commerce, elles sont accaparées par la RGPP, donc elles ont évidemment d'autres choses en tête. Mais ça vient, oui, ça vient, c'est naturel. C'est naturel. Et en ce qui nous concerne, nous, on reçoit effectivement beaucoup de demandes de nos homologues chefs d'entreprise pour venir visiter notre entreprise. Alors, il n'y a rien à voir de particulier, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière la numérisation de l'organisation. Si vous voulez tout savoir sur les clôtures métalliques, allez sur le wiki de l'IPI, qui a été fait par le personnel de l'IPI. Qui connaît mieux son produit, ses usages, que le personnel lui-même? Ce n'est pas un objet marketing, c'est un objet social, au sens profond du terme. Sur le débat, je pense qu'effectivement, il y a tout un tas de lieux de rencontre. Et comme on le disait, il ne faut pas oublier ses collaborateurs, les jeunes ingénieurs, les jeunes cadres d'écoles de commerce, les jeunes gens d'université, ont tous aujourd'hui des modules de formation au système d'information, plus ou moins pointus, mais de bon niveau. Et je crois que le chef d'entreprise, il faut qu'il travaille et qu'il parle avec ses pairs, mais il faut aussi qu'il pose la question à ses ressources. Parce que dans les ressources, il y a des gens qui sont initiés, il y a des gens qui ont des idées. Et avant, effectivement, de faire appel à un prestataire, il faut toujours bien piloter son prestataire. Regardons dans l'entreprise s'il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui ont des idées, qui ont à cœur de proposer des choses, et puis d'en débattre ensemble. Il y a comme ça que la stratégie de système d'information va aussi s'intégrer complètement dans l'entreprise et rassurer le chef d'entreprise. En tout cas, le MEDEF s'engage fortement, puisque le comité d'économie numérique du MEDEF est depuis plusieurs années le creuset de cette réflexion. Je pense qu'on montre le chemin, on n'en fait certainement pas assez, mais il est vraiment essentiel, et tous les témoignages concordent. Il faut parler de son expérience numérique. Pendant longtemps, effectivement, moi j'ai entendu ça, on a parlé d'échecs de projets informatiques. Mais l'informatique du XXe siècle est derrière nous. On est rentré dans le monde du XXIe siècle avec d'autres concepts, d'autres visions, une autre vision anthropologique. On est aujourd'hui 2 milliards 100 millions de terriens multipliés par 100 milliards de neurones par terrien, connectés dans le même réseau numérique mondial. Ça ne s'est jamais produit. Il y a 5 milliards de terriens connectés au téléphone mobile. Ça ne s'est jamais produit. On est donc dans un univers radicalement différent. Ceux qui ne comprennent pas les codes de ce monde-là sont les mêmes que ceux qui ne comprenaient pas la machine à vapeur ou le moteur électrique. Donc cette rupture globale est tout à fait fondamentale. Alors, sur le plan technique, plusieurs personnes dans la salle nous disent « Oui, mais est-ce que le cloud computing, et je vous rappelle qu'il faut parler d'informatique en nuage,
je suis membre de la commission de terminologie et très enclin à parler français. C'est aussi bizarrement un élément important. Si on parle de technologie dans notre langue, on les comprendra mieux. L'informatique en nuage, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de se connecter rapidement, avoir des outils, des applications et des services. Est-ce que les uns et les autres, et notamment parce que ça fait partie du grand emprunt, est-ce que autour de l'informatique en nuage, on peut générer des opportunités nouvelles pour les entreprises, mais aussi dissiper un certain nombre de craintes? Tout le monde me dit, moi, le nuage, il est en Amérique. Et la CIA va aller observer tous mes courriers électroniques et prendre mes secrets d'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Un nuage européen, ça serait pas mal. Jean-Pierre, moi, vous allez être surpris, mais je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que j'étais extrêmement inquiet. D'ailleurs, j'ai alerté les pouvoirs publics à plusieurs reprises sur le fait même qu'on ne réfléchisse pas très profondément sur, on va dire, la gestion des données de notre pays. En effet, écoutez, moi, je fais partie des gens qui n'aimeraient pas avoir mon analyse de sang stockée en Alaska. Je le dis franchement, hein, ça peut paraître protectionniste, mais je trouve que on a beau être vraiment un promoteur du numérique, y croire à fond, il n'empêche que ça doit être régulé, un petit peu comme les marchés financiers. On est libéral, etc., mais il faut une régulation. Et quand ça fait quand même 2-3 ans qu'on parle du cloud, ça a démarré doucement. Aujourd'hui, il faut vraiment intégrer le fait que le cloud computing est une révolution, j'allais presque dire au même titre qu'Internet l'a été dans les années 2000. Ça va transformer complètement notre monde. Donc, que notre État, au niveau français ou au niveau européen, je vous suis d'ailleurs sur le sujet, ne réfléchisse pas à une solution, on va dire locale, eh bien c'était une faiblesse. Et je me suis vraiment réjoui, vraiment, et je l'ai soutenu et je m'en réjouis, que le grand emprunt, et ça prouve bien l'utilité de ce grand emprunt, ait initié un soutien à un grand projet national. Alors, je suis tout à fait d'accord pour qu'on en discute au niveau européen, mais en tout cas, que cette initiative ait été prise me paraît absolument indispensable. Le cloud, l'informatique en nuage, il y a plusieurs aspects. Hein. Bon, si on se place du point de vue de l'utilisateur, c'est le phénomène ATAWAD, comme on dit, Anytime, Anywhere, Any Device, qui va s'appuyer de plus en plus sur les tablettes, les smartphones, et qui entraîne la nécessité d'avoir effectivement une gestion délocalisée des ressources et des données. Donc l'informatique en nuage stricto sensu. C'est un phénomène majeur, et je reviendrai sur le 2.0 après. Alors oui, dans le grand emprunt, il y a tout un volet. Il y a un volet pour soutenir la R&D, il y a un volet pour soutenir les projets. Il y a eu une fuite dans la presse, parce qu'il y a une annonce qui est prévue ce mois-ci. Il va y avoir une offre française, d'opérateurs privés français, soutenue par le grand emprunt, tout à fait significative, et qui va développer une offre sécurisée, parce que dans un certain nombre de cas, il y a des clients qui ont besoin ou qui éprouvent le besoin d'avoir une forte sécurisation de leurs données, y compris dans leur localisation géographique, même si sur le réseau Internet, on ne sait pas toujours... Quand on va chez le voisin, de l'autre côté de la rue, ça peut transiter très loin avant de traverser la rue. Et il y a d'autres méthodes de sécurisation, d'ailleurs, que la stricte localisation. En tout cas, il y a une réponse d'envergure, avec des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros, qui va être annoncée ce mois-ci. Alors l'autre sujet qui a été évoqué, qui est un sujet vraiment majeur, c'est l'État, participation, le 2.0 à l'intérieur des entreprises. Et c'est un phénomène en partie générationnel, hein, on a cité la génération Y, mais c'est fondamental, c'est-à-dire tout le progrès des connaissances, la performance est toujours fait autour du brassage des idées, le brassage, le bouillonnement, mais également la façon de le structurer. Et donc l'enjeu dans nos organisations, qu'elles soient à l'intérieur de l'administration, qu'elles soient dans les entreprises, c'est à la fois de permettre cette participation et puis de la structurer pour qu'il en sorte des choses pertinentes. Je dirais quelque part, c'est la boîte à outils de la génération, la boîte à idées de la génération web. C'est les démarches qualité d'il y a 20 ans à la puissance N. Et ça, c'est un enjeu majeur de compétitivité
Et c'est un sujet sur lequel nos sociétés occidentales ont quand même un atout considérable par rapport à des concurrents émergents, qui sont sans doute un peu plus restrictifs, un peu moins ouverts, et culturellement et de façon organisationnelle. Et il faut absolument capitaliser sur cette nouvelle animation des entreprises, des organisations, des administrations, pour effectivement additionner davantage les talents pour faire émerger des projets, des services, des produits. J'avais une question analogique dans la salle. Ouais. Voilà, un micro. Il y a longtemps qu'on parle des usages. Bonjour, d'abord, je m'appelle Cécile la dernière. Il y a longtemps qu'on parle des usages et il y a longtemps qu'on dit que, en France, c'est les usages qui posent problème et qu'on montrait d'un demi, d'un point, 2 points, etc. au niveau économique. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est des lieux de référence. Il avait été question de créer des conseillers au numérique, et je sais de quoi je parle. Qu'en est-il? Car il est bien entendu que si on ne donne pas le goût, l'appétit, le désir aux TPE, aux PME, qui sont quand même notre tissu local le plus important, elles n'y viendront pas. Des guides, c'est parfait, mais on en a fait beaucoup depuis longtemps. Comment peut-on donner le goût aux entreprises si ce n'est des lieux de ressources, de référence qui existent, mais qui sont très très peu soutenus? Eh bien, où les entreprises, les PME puissent venir, voir ce que font les autres, échanger, parler, inventer et créer pour leur propre entreprise ce que vous avez fait. Mais vous-même, certains ne le font pas. Ces lieux d'échange dans les régions sont fondamentaux. Quand est-ce que l'État pourra aider à sensibiliser, à faire connaître déjà, parce que sur les sites des ministères, on ne trouve pas ces lieux, pour que dans chaque région, on puisse trouver ces lieux de référence. C'est important. Je pense que les usages ne se feront qu'à ce moment-là. Luc ? La diffusion, tout à l'heure j'ai évoqué en ce qui concerne les PME, leur isolement. Souvent, la PME moyenne, c'est quelques dizaines de personnes, c'est une poignée de cadres, une petite poignée de cadres. Donc il y a un isolement, il faut aider à rompre cet isolement. Alors il y a sans doute 3 outils. Il y a le conseiller itinérant, un certain nombre d'organisations, chambres de commerce ou autres en ont. Il y a le lieu de référence, l'échangeur, le réseau des échangeurs, et il y en a d'autres dans le Massif central. Il y a des opérations de référence cybermassives dans le Massif central. Il y en a un certain nombre que les pouvoirs publics s'efforcent de soutenir, État, collectivités locales d'ailleurs. Et puis, il y a le travail en réseau qui s'est accentué, c'est-à-dire non pas d'avoir forcément une approche géographique, mais une approche, ce que j'ai appelé tout à l'heure, par filière. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des intérêts communs et qui peuvent mutualiser des expériences, des développements, et où leur investissement ne prendra son ampleur, n'aura les retombées, que s'il y a un groupe qui mutualise une forme de communication. Parce que le développement inter-entreprise, sans parler du B2C, le développement inter-entreprise est complètement crucial dans le développement du numérique. Et là, autour de l'opération TIC PME qu'anime avec nous Jean-Pierre Cornu, on voit un effet et qui monte, quoi. Puisqu'on est passé d'une étape de conception d'outils à maintenant de diffusion, et de diffusion à grande échelle, avec des communautés qui correspondent à des communautés d'échange, je dirais, de l'économie réelle de prestations. Donc il y a les 3 approches, et effectivement, il faut pousser. Bien, mais écoutez, le moment de clore se rapproche, donc je vous invite à poser vos ultimes questions. Vous pouvez le faire de vive voix si vous... Parce que vous savez, le numérique, ça n'exclut pas la relation interpersonnelle. Au contraire, on est dans la complémentarité et pas dans l'exclusion. Donc monsieur, vous avez une question ? Pas une question, mais un complément d'information sur les usages. Il y a le réseau des cantines numériques en France.
Il y en a qui fonctionnent très bien, notamment à Nantes, que je fais partie, où il y a des gens qui font des jus de cerveau de l'interentreprise. À Nantes, c'est 300 événements en 2011 organisés par des jeunes. Il y a plus de 200 adhérents, des jeunes sociétés sur les usages et qui fonctionnent très bien, le Web 2.0 étant à la base effectivement de leur développement. Rennes, Nantes, Toulouse, Bordeaux notamment. Et Paris, hein, et Paris, tout à fait. La cantine historique de Paris dans le 9e arrondissement, avec son prolongement maintenant dans les locaux de la Bourse, qui est quand même très symbolique, c'est qu'on investit le numérique maintenant dans les locaux historiques du développement de l'entreprise. Donc je pense qu'effectivement, il y a 3 idées qui émergent de nos débats. La première idée, c'est que le numérique, c'est véritablement l'avenir de l'économie et l'avenir aussi de la société française, qui a des capacités, notamment dans son terreau historique démocratique, de soutenir un changement de paradigme, changement anthropologique, où le numérique va devenir un élément de confiance. Le deuxième élément, c'est vrai, c'est l'État. L'État s'est mis en mouvement. Il s'est mis en mouvement pour lui-même. Il est quand même aujourd'hui beaucoup plus facile de faire sa déclaration de revenus qu'il y a 10 ans. Mais tous les jours, il y a des nouvelles initiatives qui vont vers la création de tiers de confiance, qui vont faire en sorte que l'État, les procédures normales, qu'elles soient régaliennes, qu'elles soient en matière de sécurité sociale, se retrouvent numérisées dans Internet. Le troisième élément, c'est nous. Nous devons être les porteurs de cette dynamique. On a une culture numérique, elle nous rassemble aujourd'hui, il faut qu'on la fasse partager. Il faut créer, vous l'avez tous dit, le désir du numérique. Le numérique, c'est pas froid comme l'informatique du XXe siècle. C'est pas de la seule rationalité, c'est pas de la seule réduction de coûts, c'est pas de la seule technicité. Le numérique, c'est aussi de la chaleur interpersonnelle, c'est de la relation. Et on voit bien que les entreprises performantes aujourd'hui sont les entreprises qui s'appuient sur le seul et unique capital qui est l'homme et sur la seule et unique ressource infiniment renouvelable qui est la matière grise. Donc on a devant nous cette capacité-là. Donc il y a des choix importants et je voudrais que Guy, tu puisses nous dire pour 2012, puisque avec le MEDEF, avec le Syntec numérique, il y a des projets, comment amplifier et faire en sorte que cette réflexion d'aujourd'hui se développe à nouveau en 2012. Oui, c'est vrai que nous avons fait nous sommes en train d'ailleurs, nous continuons à faire un travail très approfondi à l'horizon 2012, et en particulier des présidentielles, mais pour résumer, je vais rebondir sur ce que tu as dit, très simplement. La première chose, c'est qu'on considère que la modernisation de l'État est absolument impérative. Juste une petite illustration, j'en ai discuté avec Madame Bachelot. Aujourd'hui, la télémédecine est en train de progresser d'un point de vue technologique à une vitesse fantastique, mais il n'en reste pas moins qu'un acte de télémédecine n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc vous faites ce que vous voulez sur la technologie, ça ne sert à rien, puisque le remboursement est quand même primordial pour que ça soit utilisé. Voilà un exemple parmi tant d'autres sur ce que peut faire l'État, qui a beaucoup avancé déjà sur ces sujets. Deuxième sujet, c'est que l'État comprenne que le numérique est une industrie à part entière. Et ça, c'est quelque chose... Il faut savoir, au Syntec, nous avons 85% de PME. Donc, c'est un réseau de PME. Il faut savoir aussi qu'en France, on dit souvent qu'il y a 4000 ETI. Il y en a vraiment plutôt 2000, parce que les 2000 autres sont des filiales de grands groupes. Dans le monde du numérique, il y a 200 ETI. Voilà un endroit où on peut créer ces fameuses entreprises créatrices d'emplois. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons absolument continuer à promouvoir, alors que nous considérons qu'en France, on est plutôt submergé par des taxes, par des problèmes, et qu'on ne cherche pas à nous libérer. Et enfin, le troisième sujet, alors là c'est le sujet quand même du jour, c'est comment le numérique doit être appréhendé pour donner une compétitivité à nos entreprises et à notre pays. Et là, on a un certain nombre de suggestions à faire sur le sujet, mais nous y reviendrons bien sûr en détail. Bon, messieurs, chacun d'entre vous, le mot de la fin, le mot d'espoir. Alors moi je dirais oser la confiance et oser le capital patient. Merci. Il y a urgence et il y a encore de l'argent grand emprunt. N'ayez pas peur et vous savez acheter toutes les ressources pour votre production. Vous saurez acheter de l'informatique et en faire bon usage.
Merci à vous et on continue le combat.